Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, on va parler de quand même économiser 10% du prix du bien. Alors tu vas voir que c'est plus compliqué que ça. Juste avant, tu peux faire deux actions principales si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Clique sur le bouton s'abonner pour ne rien rater, ne rater aucune vidéo et aucun conseil immobilier. Et la deuxième chose, tu peux télécharger encore mon livre gratuitement en version numérique, la méthode des investisseurs rentables. Les liens sont quelque part dans la description de cette vidéo. Tu as un lien, tu cliques, tu arrives sur une page, tu mets ton prénom, ton email et je t'envoie mon livre gratuitement directement dans ta boîte mail. Alors, passons aux choses sérieuses. Comment faire en sorte d'économiser de l'argent ou en tout cas de ne pas bloquer d'argent au moment de l'achat. Alors je sais pas toi, mais moi en tout cas, ça m'emmerde de donner un séquestre. Alors, je pense que tu as déjà été confronté à ça, ce fameux séquestre, ce fameux dépôt de garantie. Alors qu'est-ce que c'est ? Tu l'as vu, hein, quand tu achètes, tu vas te mettre sous compromis. Alors tu as enfin trouvé la bonne affaire, ça y est, tu as cherché, tu as négocié, tu as fait en sorte que ça passe, tu vas avoir du cash flow, etc. C'est la bonne affaire, c'est l'affaire du siècle, tu es super content, tu es super euphorique, tu as vu. En plus, à chaque fois qu'on va signer, on est trop content, tu sais, c'est à chaque fois tu as envie de faire péter le champagne, et c'est bien normal, mais il y a un truc qui vient gâcher tout ça. C'est ce satané séquestre, ce satané dépôt de garantie. Alors comment est-ce que je fais moi ? Alors déjà, il faut que tu saches que la loi dit que le séquestre doit être égal à 10% maximum. C'est pas forcément 10%, je sais que des fois on te le vend comme c'est 10% et c'est comme ça, c'est pas autrement, mais non. C'est 10% maximum du prix d'achat du bien. Donc en gros, tu as négocié, tac, 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 tu t'en tires à 150 000 euros de prix d'achat, on peut te demander jusqu'à 10%, donc 15 000 euros de séquestre. Alors on se rend compte que ça fait vite beaucoup d'argent. Déjà sur un bien à 150, ça fait 15 000. Imagine sur un bien à 400, ça va faire 40 000 euros à séquestrer. Alors des fois, voilà, on essaie de négocier, on va te dire, donnez que 5%. Enfin, ça fait encore 20 000 euros à séquestrer sur un compte qui sert à rien. Voilà, il est là, l'argent, il est content, il dort, il est à la plage, tranquille, il boit son cocktail. Non, non, non et non. On est des investisseurs rentables, on a mieux à faire avec notre argent, notamment, avoir notre fameuse année d'esprit tranquille dont je te parle très régulièrement, et puis même placer ça sur des investissements, sur des placements, sur un vecteur qui soit plus rentable que de l'argent qui sert à rien, tu vois. Même limite, un livret A serait mieux qu'un placement séquestre, puisque le placement séquestre n'a pas le droit en plus d'être rémunéré. Donc même l'agence immobilière ou le notaire, quand il place au séquestre, quand il prend ton argent et qu'il le met en dépôt de garantie, ne peut pas le rémunérer légalement, n'a pas le droit de mettre ça sur un compte rémunéré. Donc c'est vraiment de l'argent perdu, c'est de l'argent qui il est en suspens, il est là, il est perdu dans un trou noir pendant 2 ans. Alors, il faut bien comprendre, et c'est la question que j'ai tout le temps, est-ce que c'est obligatoire ou pas ? Non, non, non et non, il n'y a aucune obligation. Alors pourquoi d'habitude les agences immobilières ainsi que les notaires font en sorte d'avoir un séquestre, de demander un séquestre ? Parce que ça permet de se garantir, entre guillemets, de ta solvabilité, entre guillemets. Alors, en vrai, c'est pas du tout ça, mais disons que c'est la philosophie du truc. C'est-à-dire que si tu es capable de donner 5, 10, 15, 20, 30, 50 000 euros à mettre sur un compte qui dort, forcément, il y a plus de chances que tu sois quelqu'un de sérieux. Et deuxième chose, c'est aussi un effet dissuasif. C'est-à-dire que si tu as donné 5, 10, 15, 20 000 euros sur un compte bloqué, peut-être que tu vas te dire « oui, je suis plutôt engagé, etc. » Ça a un effet engageant. Mais ça, c'est pour le commun des mortels. C'est pour Jean-Michel qui va acheter sa résidence principale. Toi, moi, ça ne nous intéresse pas trop. On est des investisseurs rentables. On essaye d'enchaîner les biens, on enchaîne les biens, on est souvent sous compromis, etc. On ne peut pas se permettre de séquestrer des fonds de partout. Et puis, ça enlève à notre sécurité, puisque nos lots d'avant, on a aussi besoin éventuellement de faire des travaux, on a aussi éventuellement une vacance locative, il faut qu'on ait de l'argent de côté, des dépenses, des réparations imprévues, tout ça. Donc ça ne nous intéresse vraiment pas. Alors comment faire pour faire en sorte de ne pas donner de séquestre, vu que je t'ai dit qu'il était facultatif ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est facultatif, mais qu'il est encaissé.
Alors des fois aussi, on me dit, oui, mais moi je donne un chèque et on l'encaisse pas. Ça, c'est pas un séquestre. C'est même pas légal de faire ça. Donc je sais qu'il y a certaines agences qui font ça, mais ils n'ont pas le droit. S'ils prennent un chèque de séquestre, ils doivent l'encaisser. Donc c'est un chèque qui est encaissé. Il faut négocier, tout simplement, c'est de la négociation. Alors, quels sont les leviers? Moi, je t'avoue que je n'en donne jamais. Ou si j'en donne un, ça m'est arrivé vraiment dans très peu de fois, je fais en sorte qu'il soit ridicule, tu vois, que ce soit 1000, 2000, 5000 euros. Parce que tu négocies le prix du bien, tu négocies l'achat, tu négocies comme un chef, tu vois, tu es un investisseur rentable, tu visites, tu fais tes calculs, et au moment du séquestre, tu es bloqué parce que tu te dis, putain, si je négocie ça et que ça passe pas, je vais passer à côté du bien que j'ai eu tant de mal à avoir. Mais mets-toi à la place du vendeur. Le vendeur, c'est la même chose. Il a mis en vente. Il a eu un peu cette tension, tu sais, quand tu es vendeur, tu verras, si tu as déjà vendu un truc, tu le sais, et si tu n'as jamais vendu un truc, tu verras quand tu vendras. Quand tu es vendeur, tu n'es clairement pas en position de force, tu vois. Tu es un peu dans cette position d'attente, d'inconnu, tu vois, de suspense. Des fois, on te fait des offres, elles sont trop basses, tu les refuses, mais tu te dis, putain, mais il faut quand même que je vende. Donc, hop, on te refait une offre, tu négocies, etc. C'est ça qui se passe dans la tête du vendeur. Donc, quand le vendeur a accepté l'offre, il a dit, ok, c'est bon, on arrête tout, on accepte, on y va, on joue. C'est pas après, au moment de la renégociation de ce séquestre qui va intervenir finalement une semaine, 2 semaines après. Puisque il ne faut pas que tu le négocies au moment de ta négociation officielle, ta négociation de prix. Non, le séquestre, tu l'oublies. Tu le négocieras au moment où on va te le demander. Voilà, quand le notaire va te dire, tiens, au fait, il y a un séquestre, ou quand l'agence va te dire, tiens, il faudra mettre un séquestre. Là, boum, tu arrêtes tout, tu négocies, tu dis, attendez, non. Par contre, séquestre, franchement, moi, ça ne me va pas. J'achète pas ma résidence principale, je suis un investisseur. Donc je ne peux pas séquestrer, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent qui dort. Moi, les arguments que j'utilise, c'est ça. Hein. C'est de l'argent perdu, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent inutile. Donc ça m'embête de séquestrer, ça m'embête de mettre, de mettre cet argent-là. Tu as des arguments aussi comme, de toute façon, ça ne sécurise pas le vendeur, puisque si j'ai un refus de prêt, j'ai un refus de prêt, donc que j'ai séquestré ou pas, quand tu as un refus de prêt, qu'on soit bien d'accord, hein, quand tu as un refus de prêt, ou n'importe quelle condition suspensive d'ailleurs, hein, qui n'est pas réalisée, c'est-à-dire une condition suspensive qui fait que le compromis est suspendu, on te rend le séquestre. Hein. Le séquestre va servir, en fait, simplement s'il y a un litige. Ça va être une provision en cas de litige si tu n'as pas raison, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, si ça va très loin, tu vois, qu'on t'attaque et tout, que tu as vraiment fait une grosse faute, et que on te condamne à 20 000 euros de dommages et intérêts éventuellement, à verser 20 000 euros au vendeur, parce qu'on a dit, le litige, en effet, tu as perdu, là, on va taper dans ce séquestre. Ça permet de ne pas te courir après pour récupérer la somme. Mais ça sert qu'à ça, en fait. Dans tous les cas, dans 95% des cas classiques, il ne sert pas à grand-chose. Donc tu peux dire ça. Tu peux aussi dire que tu fais un emprunt total, un emprunt à 100 ou à 110% éventuellement avec les frais de notaire. Puisque le principe du séquestre, alors je reprends mon exemple, tu vas séquestrer 15 000 euros sur un achat de 150 000, 2 solutions. Soit tu fais un apport de 15 ou 20 ou 30 000 euros, et donc tu as déjà mis 15 000, on ne te les rendra pas à la fin, ça viendra en déduction du prix de vente, donc la banque va te prêter un peu moins. Ou soit tu fais un emprunt total, et donc la banque va te prêter la totalité de la somme, éventuellement avec les frais de notaire, et le jour où tu vas aller signer, où tu vas aller réitérer, où tu vas aller signer la vente définitive, le notaire va te rendre ton séquestre. Donc là, vraiment, ça a servi à que dalle, tu vois. À la rigueur, si tu fais un apport, tu vas me dire, ok, c'est pas grave, ça fait un apport différé. Je devais faire un apport 2 mois après, je le fais 2 mois avant, bon, si t'es un peu large, t'as de la trésor, c'est ok. Mais si en plus tu vas acheter sans apport, c'est vraiment de l'argent bloqué qu'on va te rendre après, tu vois. Enfin, c'est vraiment, on se marche sur la tête. Donc, il faut éviter de faire ça si possible. Et moi, ce que je mets en avant et qui marche bien aussi, c'est que c'est le professionnalisme. C'est-à-dire que tu es là en investisseur. Tu n'es pas là en Jean-Michel qui va acheter sa résidence principale et en effet, on ne sait pas trop s'il a vu de la lumière, s'il fait des offres à tout le monde et que c'est un gros touriste, tu vois. Il faut que tu te places en mode investisseur, en mode investisseur rentable. Voilà, je veux enchaîner, je veux continuer, je connais comment ça marche, je connais le game. Même si tu es débutant, c'est pas grave. Tu peux quand même avoir cette façon d'être sûr de toi et voilà, expliquer aux gens, moi je suis investisseur, je suis pas là pour qu'on perde notre temps, tu vois. Donc voilà. Donc ça fonctionne bien. Et dis-toi que ça garantit pas plus le vendeur, que c'est tout à fait négociable, qu'il y a assez peu de chances que le vendeur, parce que tu dis, moi je veux pas mettre de séquestre, te dise, non, on arrête tout, tu vois. Ça veut dire que lui, il repart pour plusieurs mois de vente. Il repart pour des nouvelles offres, encore du stress, etc. Tu vois, le vendeur, il n'a pas envie de ça. L'agent immobilier, il n'a pas envie de ça non plus. Parce que je te rappelle que l'agent immobilier, lui, son but, c'est que tu achètes vite pour avoir vite sa com. Parce que lui, il a faim, tu vois, il veut manger, il la veut sa com. Le notaire, c'est pareil. Le notaire, c'est pas trop une histoire de com, parce que bon, ça va plutôt bien pour les notaires, mais c'est plutôt une histoire de friction, tu vois. Il n'a pas envie que le dossier, il échoue.
L'intérêt du notaire, c'est aussi d'aller dans ton sens et de faire en sorte que ça marche, quoi. C'est vraiment une question de confiance. Il faut que tu essayes de nouer une relation de confiance avec ton vendeur. Alors c'est beaucoup plus simple si tu as une relation directe avec lui, mais si tu as une relation qu'avec l'agence immobilière, il faut que tu noues une relation de confiance avec l'agence immobilière qui fasse en sorte d'expliquer au vendeur, bon ok, ce monsieur, cette dame-là, il est sérieux, elle est sérieuse, voilà, il ne veut pas mettre de séquestre, ça ne l'arrange pas, mais ça ne va pas tomber à l'eau. C'est pas parce qu'il ne met pas de séquestre que c'est la fin du monde. Voilà. Et l'argument ultime, moi que j'aime pas trop utiliser, mais que tu peux aussi utiliser, c'est juste que tu n'as pas l'argent. C'est-à-dire que voilà, il te demande 10 000 euros de séquestre, toi tu n'as pas 10 000 euros, quoi. Tu as de l'argent de côté, tu as bien de l'argent de côté, mais voilà, tu as des locataires. Donc il ne faut pas que tu le mettes. Parce que, tiens, tu as une chaudière à faire, tu vois. Ou tu as une toiture et tu dois provisionner. Tu vois, tu peux aussi en rajouter un petit peu, tu vois. Dire que voilà, l'argent tu l'as, mais tu l'as pas, quoi. Donc ça marche aussi. Dire voilà, mais moi j'ai cet argent, j'en ai besoin pour autre chose. Ou alors il est placé sur un support bloqué, tu vois. Tu peux très bien dire, il est sur un PEA, il est sur une assurance vie, si je le sors, je vais perdre l'avantage fiscal, nanana, tu vois. Le but étant de ne pas mettre de séquestre. Le seul cas où, bon, c'est ok, c'est si tu as décidé de faire un apport. Là, oui, là, ça ne me dérange pas. Moi-même, de mettre une partie au séquestre, vu qu'elle va partir en apport et qu'on ne te la rendra pas. Mais encore une fois, c'est pas hyper optimal. Si dans l'intervalle, tu as un problème, ça peut te bloquer. Si la vente ne va pas jusqu'au bout pour une raison X ou Y, ta banque ne suit pas, etc., ça peut aussi te bloquer. Voilà, le temps qu'il te redébloque le séquestre, il va se passer quelques jours, voire une semaine ou deux. Voilà, c'est pas hyper optimal. Donc je te conseille vraiment de négocier ce point-là. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est pas très compliqué, hein. Je te dis, moi, dans 95% des cas, ça passe. Ça passe sans aucun problème, sans aucune friction. Il faut simplement que tu le présentes gagnant-gagnant, que tu le présentes sérieusement et que tu le présentes en mode professionnel. Voilà, tout simplement. Eh bien écoute, voilà pour cette partie, pour cette vidéo du jour. Si tu as appris quelque chose, si tu l'as apprécié, apporte ton pouce à l'édifice sur cette vidéo. Et puis, on se revoit très bientôt. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. C'est Yann et je te dis à plus. Ciao.